Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait une petite entorse à nos habitudes. Pas d'articles de presse, pas de rapports d'experts, non. On se plonge dans la matière brute d'un texte littéraire. Juste deux extraits, quelques pages à peine, mais qui contiennent une scène d'une densité et d'une puissance assez incroyable. Alors pour vous planter un peu le décor, imaginez une camionnette bâchée qui s'arrête comme ça brutalement sur une plage de galets. On est au bord d'une rivière, la Roya. C'est l'hiver. Le chauffeur, un certain Tartamella, coupe le moteur et il lance un terminus. Terminus. Et là, tout de suite, l'ambiance est posée. Ah oui. À l'arrière, une dizaine d'hommes descendent, un peu engourdis. Le texte dit qu'ils ont peur de faire trop de mouvements, comme après des heures de route. Et on sent direct ce mélange de fatigue, de tension, d'attente. C'est là que tout commence, dans ce moment un peu suspendu. Et notre but aujourd'hui, ce n'est pas juste de raconter l'histoire, c'est d'être un peu des détectives littéraires. On va essayer de comprendre qui sont ces gens, ce qui les lie, ou au contraire ce qui les sépare. Et surtout comment l'auteur, avec des touches très subtiles, un paysage, un paquet de cigarettes, une chanson à la radio, comment il réussit à construire tout un monde sous nos yeux. Un monde qui nous parle d'exil, de solitude, mais aussi, peut-être, d'un espoir très fragile. Alors commençons par ça justement, le décor. L'auteur, il prend vraiment le temps de nous le décrire. On a cette plage de galets, un ciel du bleu pâle et froid des aubes d'hiver, et un peu plus loin, un paysage de rivières séchées, avec en fond des hautes montagnes enneigées. C'est tellement précis, il aurait pu choisir n'importe quel endroit, mais non, il choisit celui-là. Ah mais ce choix n'est pas anodin du tout. On dirait presque que le paysage lui-même est déprimé. C'est exactement ça. Vous mettez le doigt dessus. Ce paysage, ce n'est absolument pas une toile de fond neutre, c'est un personnage. Un personnage à part entière, et même un personnage hostile. Chaque détail que vous venez de citer, c'est un miroir de l'état intérieur des personnages. Le froid, c'est le manque de chaleur humaine. La pâleur du ciel, c'est l'absence de promesses, quoi. Et cette rivière séchée, c'est une image d'une force terrible. Une rivière, normalement, c'est la vie, c'est le mouvement, le passage. Ici, elle est à sec, c'est une promesse de vie qui n'est pas tenue. Ce lieu, c'est un entre-deux, un purgatoire, qui leur dit clairement « n'attendez rien de moi C'est vrai que le décor écrase tout. Et pourtant, au milieu de ce paysage hostile, il y a des hommes. Et le premier qui nous saute aux yeux, c'est celui qui est au volant, Tartamella. Lui, il a l'air d'être le seul qui n'est pas du tout écrasé par la situation. Il est en contrôle, il donne les ordres, il allume sa radio, il observe les autres avec une sorte de distance professionnelle. ». Il est dans son bureau, en fait. Son camion, c'est son espace de travail. Et son rôle est très clair. Le texte nous le dit quand un des hommes, Milose, lui demande s'il est le guide. Tartamella répond presque avec désinvolture « Oui, le guide, le passeur, si tu veux ». Ce mot passeur, c'est la clé de tout. Il n'est pas un compagnon de route, il n'est pas un sauveur. Non, c'est une pièce fonctionnelle dans la machine de la migration. Le texte ne le dépeint pas comme quelqu'un de cruel, attention, mais il y a une frontière invisible, mais infranchissable entre lui et les autres. On le voit très bien avec cette histoire de cigarettes, non? Il fait tourner un paquet de cigarettes américaines. À première vue, on pourrait se dire, tiens, un geste de partage, un peu de chaleur dans ce froid ambiant. On pourrait, oui, mais ce serait une erreur de lecture. Ce n'est pas du tout un geste de camaraderie, c'est un outil de management. Offrir une cigarette, c'est une façon de faire patienter, de calmer l'anxiété, de garder le contrôle de la situation. C'est presque un geste de dresseur, si vous voulez. D'ailleurs, le fait que ce soit des cigarettes américaines, ce n'est pas anodin. Ça représente un ailleurs, un certain pouvoir, une monnaie d'échange dans ce monde-là. Il ne partage pas quelque chose de lui, il distribue un produit. Une fois le travail terminé, le lien sera rompu, voilà. Il est le rouage, pas l'humain. Et en face de ce rouage, on a le groupe. Le texte insiste beaucoup sur le fait qu'ils viennent de partout. La liste est assez folle. Grecs, Turcs, Égyptiens, Yougoslaves, Tunisiens. On nous dit aussi qu'ils sont physiquement très différents. Des grands maigres et des petits, des gros, des bruns, des roux. Et puis, leurs vêtements, ce patchwork de pardessus d'hiver, de blousons de faux aviateurs, de complets vestons éliminés. On a l'impression d'une collection d'individus qui n'ont rien en commun. Rien en commun en apparence, mais si on se place du point de vue de Tartamella, le passeur, on comprend ce qui, à ses yeux, les rend tous identiques. Le texte est d'une clarté redoutable là-dessus. Il est écrit « Tartamella les regarde, il les reconnaît bien parce qu'ils sont tous semblables par la pauvreté, l'inquiétude, la faim. » Et voilà, tout est dit.
Leur nationalité, leurs histoires, leurs visages, tout ça s'est effacé. Ce qui les unit, ce qui devient leur seule carte d'identité dans ce contexte, c'est ce trio de mots terribles: pauvreté, inquiétude, faim. C'est un processus de déshumanisation très très subtil. Ils ne sont plus un Grec, un Turc, un Égyptien, ils sont une marchandise, un problème à gérer. Un groupe défini uniquement par son besoin. Ce qui m'amène à un autre point qui m'a vraiment frappé. C'est le silence. C'est presque un personnage, lui aussi. On nous dit qu'il fume en silence. Et plus loin, l'auteur insiste, les hommes ne se parlent pas. On a ce groupe d'hommes venus d'horizons différents et ils ne se parlent pas. Ça paraît contre-intuitif, non? Dans une situation pareille, on s'attendrait à ce qu'ils essaient de se soutenir, de communiquer. C'est une excellente question, parce que le texte nous donne plusieurs niveaux de réponse. La première, la plus évidente, c'est la barrière de la langue. Le narrateur demande: comment le pourrait-il? Chacun parle sa langue. Donc, ils sont physiquement côte à côte, mais linguistiquement, ils sont sur des îles désertes. Mais ça, ce n'est que la surface. Le silence est bien plus profond. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence plein, plein de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Le texte nous dit que leur esprit est ailleurs, tourné vers ses parents, sa femme, ses enfants. Chacun est enfermé dans le film de sa propre vie, de son propre exil. Ils partagent un espace physique, oui, mais pas un espace mental. La solitude est tellement immense, tellement intime, qu'elle ne peut pas être partagée. Partagé. Et pour rendre cette scène encore plus forte, l'auteur introduit un son, un seul. La radio de Tartamella, d'où s'échappe la voix d'une noire américaine à la voix grave. Oui, ce détail est incroyable. En plein milieu de ce paysage désolé des Alpes italiennes, on entend une chanteuse de blues ou de soul américaine. Le contraste est... Saisissant. Voilà. Il est plus que saisissant, il est cruel. Cette musique ne vient pas briser leur isolement, elle vient le souligner. C'est le son d'un autre monde, un monde de culture, d'émotions exprimées, peut-être de liberté. Un monde auquel eux n'ont absolument pas accès. Cette voix ne leur parle pas. Elle ne fait que creuser la distance entre eux et le reste de l'humanité. C'est la bande-son de leur propre exclusion, en quelque sorte. C'est ça. Comme s'ils étaient dans une bulle de silence, et que le son du monde extérieur ne faisait que rebondir dessus. Et puis, au milieu de cette masse silencieuse, de ce groupe anonyme, l'auteur décide de resserrer le cadre. Il fait un zoom sur un seul personnage, Milosz. Il se détache tout de suite. D'abord par un petit détail, Milosz ne fume pas. Mais surtout parce qu'il est le seul à parler. Le seul qui ose poser des questions à Tartamella. Qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce qu'on part? C'est une bascule narrative absolument géniale. Jusqu'ici, on avait une vue d'ensemble presque clinique. En choisissant Milosz, l'auteur nous donne une porte d'entrée. Il nous prend par la main et nous dit: maintenant, on va regarder de plus près, on va entrer dans une tête, dans un cœur. Et à travers les pensées de Milosz, l'un de ces hommes, semblables, redevient un individu unique. On quitte la statistique pour rencontrer une biographie. On découvre son passé, la maison du village, sa mère, son père, et surtout sa femme, Léna. On mesure la longueur de son voyage, on apprend qu'il erre sur les routes, dormant dans des abris de bus, des hôtels de pauvres. D'un coup, l'abstraction de l'exilé prend cher. Et c'est là qu'on arrive au détail qui, personnellement, m'a complètement bouleversé. Cette histoire du secret sacré dans la poche que Léna, sa femme, a cousu à l'intérieur de son tricot. Ce secret, on l'apprend, c'est l'alias qui doit lui permettre de passer. C'est un détail si petit, si matériel, et pourtant, il semble contenir tout le poids de leur histoire. C'est le cœur nucléaire du texte. Ce geste, cette couture, est d'une puissance symbolique phénoménale. Il faut l'analyser. D'abord, il y a l'objet, l'alias, des billets, des papiers, peu importe. C'est son espoir tangible. C'est l'outil concret, le prix à payer pour un avenir possible. C'est sa clé. Mais ce n'est pas juste de l'argent dans une poche. C'est cousu. Par sa femme, Léna. Ce geste de couture, c'est un acte d'amour, de soin, de protection. C'est la dernière trace physique du lien qui les unit. C'est comme s'il portait sur son corps, contre sa peau, la main de sa femme. Cet objet matériel devient le dépositaire de tout l'immatériel, l'amour, le souvenir, le sacrifice. C'est à la fois ce qu'il a de plus précieux et ce qui le rend le plus vulnérable. Toute sa vie, passée et future, est résumée dans ce petit carré de tissu renforcé. C'est fou. Quand on prend un peu de recul, c'est fou ce que ces quelques pages arrivent à faire.
On a une scène qui est un moment suspendu, un entre-deux angoissant où tout est en attente. On voit ce mécanisme de déshumanisation où des hommes deviennent une masse anonyme. Mais en même temps, à travers Milos et cette poche cousue, on voit la persistance incroyable de l'individu, de l'amour, de la mémoire, même face à une épreuve qui semble tout écraser. Et la manière dont l'auteur y parvient, c'est juste une claque. C'est une vraie leçon d'écriture, sans en faire des tonnes. Il n'y a pas de grands discours, pas de pathos, juste des descriptions précises, des dialogues qui sonnent vrais dans leur minimalisme, et cette incursion chirurgicale dans les pensées d'un seul homme. Il nous fait ressentir l'ampleur du drame humain sans jamais avoir besoin de le surligner en rouge. Chaque mot est pesé, chaque image est choisie pour son pouvoir d'évocation. C'est de l'orfèvrerie. Absolument. Et le texte nous laisse sur cette attente insoutenable, l'attente de cet autre guide, le vrai passeur, celui qui doit les faire traverser la montagne. L'avenir de tous ces hommes, leur survie eux-mêmes, dépend du nombre qu'ils ne connaissent pas et qui doit surgir de ce paysage hostile. La tension est à son comble. Ce qui nous laisse avec une question qui flotte, bien après avoir refermé le livre. On a parlé de cette liasse sacrée cousue par Léna, on a compris que ça représente l'espoir. Mais la question qui reste, c'est est-ce que cet espoir sera suffisant pour acheter un passage vers cet autre côté? Et au-delà de l'argent, qu'est-ce que cet autre côté représente vraiment? Une terre promise ou simplement le début d'une autre épreuve, d'une autre solitude? Le texte nous laisse contempler l'abîme qui sépare le prix payé par un homme comme Milosz et l'incertitude totale de ce que cet argent peut réellement acheter. Quel sera le véritable coût de ce passage, non pas en billets, mais en humanité?